Le 24 octobre 1945, un haut dignitaire nazi croupit dans une cellule de la prison de Nuremberg. 3 jours auparavant, il avait été inculpé. Les charges retenues contre lui comprennent le complot en vue d'une guerre d'agression, chef d'accusation numéro 1, les crimes de guerre, chef d'accusation numéro 3, incluant les mauvais traitements infligés aux prisonniers et aux civils, et les crimes contre l'humanité, chef d'accusation numéro 4, incluant le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage et la persécution. Robert Ley a supervisé 25 millions de travailleurs allemands, construisant des camps de travail qui ont coûté la vie à d'innombrables personnes et transportant des êtres humains à travers les frontières comme de simples marchandises. Son procès s'ouvre le 20 novembre, un événement auquel il n'assistera pas. Comment un dirigeant qui contrôle des millions d'hommes peut-il se retrouver pendu en quelques heures? Comment un empire peut-il se réduire de 2,5 mètres sur 4 à 2,5 mètres sur 4? Robert Ley a dirigé les forces de travail allemandes de mai 1933 à mai 1945, occupant les fonctions de chef du Deutsche Arbeitsfront, Front du travail allemand, de Reichsleiter et de membre du cercle restreint d'Hitler. Sous son commandement, il a démantelé tous les syndicats d'Allemagne, les remplaçant par une organisation exclusivement fidèle au Reich. Sous le régime d'Hitler, les travailleurs ne pouvaient lui ni faire grève, ni négocier, ni démissionner. Ils étaient contraints au travail forcé. Ce système était qualifié de socialisme par certains, d'esclavage par d'autres. Durant son règne, des travailleurs étrangers furent contraints de venir de Pologne, de France, des territoires de l'Union soviétique, des Pays-Bas et de Belgique. Ces personnes travaillaient dans les mines, les usines et les fermes allemandes. Des milliers d'entre elles périrent de malnutrition, d'épuisement et de mauvais traitements. Le processus de recrutement était supervisé et approuvé par les autorités et les ordres étaient signés sous leur contrôle. En mai 1945, le Reich était réduit en cendres. Hitler était mort le 30 avril dans le bunker du Führer, Goebbels le lendemain, et Himmler avait été capturé puis retrouvé mort, empoisonné au cyanure, le 23 mai. Les architectes de ce système avaient disparu. Ils avaient été fuis. Si vous appréciez les récits historiques précis de la Seconde Guerre mondiale et de l'Allemagne nazie, comme celui-ci, pensez à vous abonner. Veuillez indiquer votre localisation. Ces informations sont basées sur des recherches et des faits avérés. Nos informations proviennent des archives de la collection Donovan des procès de Nuremberg de la faculté de droit de Cornell, octobre 1945, et des évaluations psychiatriques du musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis. Elles sont principalement issues de rapports militaires officiels et non de résumés. Le 20 avril 1945, Ley rencontra Hitler pour la dernière fois dans le bunker du Führer, au centre de Berlin, le jour de son 56e anniversaire, tandis que l'artillerie soviétique bombardait les rues de la ville. Hitler ne donna aucun ordre. Le lendemain, Ley partit pour Berchtesgaden, une région montagneuse de Bavière, espérant trouver un refuge alpin mais en vain. Hitler resta à Berlin. Ley se retrouva sans emploi et sans but alors que le Reich s'effondrait. Le 16 mai 1945, dans le village de Schlecking, en Bavière, des parachutistes américains et 101e division aéroportée firent irruption dans une maison. À l'intérieur se trouvait un homme vêtu d'un pyjama bleu et d'un chapeau tyrolien vert. Bègue et chauve, il prétend être le docteur Ernst Distelmayer, mais les soldats doutent de lui. Ils font venir Franz Xavier Schwarz, trésorier du parti nazi. Ce dernier entre et demande « Alors, docteur Ley, quel est le stratagème ?» Démasqué, Ley est capturé. Il tente de s'empoisonner mais échoue et prétend plus tard avoir été victime d'une crise cardiaque. Les Américains le transportent à Mondorf-Lisbonne, au Luxembourg, un hôtel transformé en centre de détention, nom de code Ashcan. Cette prison abrite des dirigeants nazis capturés comme Göring, Ribbentrop, Keitel et Speer, dont Ley. C'est l'été 1945 lorsque le major Douglas Kelly, psychiatre en chef à Nuremberg, arrive. Sa mission, déterminer si ces hommes sont sains d'esprit et aptes à comparaître ou s'ils sont fous. Il interroge longuement Ley, lui fait passer des tests de Rorschach et consigne ses observations. Ley est agité, mélange les mots, nomme mal les fleurs, construit des phrases incohérentes, crie pendant les conversations et a un comportement erratique. Kelly soupçonne une lésion du lobe frontal. En 1917, l'avion de Ley s'écrasa au-dessus de la France. Il passa 2 ans en captivité. Le crash lui causa probablement une lésion cérébrale à l'origine d'un bégaiement persistant. Il développa une forte dépendance à l'alcool, des accès de violence et un jugement altéré. Son équilibre émotionnel était précaire, tout comme ses capacités de raisonnement. Cependant, le psychiatre Kelly ne parvint pas à établir un diagnostic définitif. Il était possible que Ley soit déclaré inapte à comparaître, ce qui aurait pu lui éviter un procès. Mais Kelly avait besoin de preuves irréfutables. Ce qu'il lui fallait, c'était une preuve issue du cerveau de Ley. En août 1945, les prisonniers furent transférés du Luxembourg à Nuremberg.
Le palais de justice abrita la prison, les cellules étant situées dans l'aile est. Chaque cellule contenait un lit de camp contre le mur, des toilettes rudimentaires, une table en bois et une chaise branlante délibérément fragilisée pour empêcher les prisonniers de s'y pendre. Une simple ampoule éclairait chaque cellule tandis que les gardiens surveillaient à travers une fente de porte. Le lieu du procès fut choisi de manière stratégique. Nuremberg, jadis ville sainte du nazisme, servait désormais de lieu de jugement. Le juge britannique Jeffrey Lawrence présidait le procès. Des procureurs de 4 puissances y participaient. Les États-Unis, Robert Jackson, le Royaume-Uni, Hartley et Shawcross. France, François de Menton, Union soviétique, Roman Rudenko, 24 hommes inculpés. Hitler, Goebbels et Himmler morts. Bormann porté disparu. Krupp malade. Parmi les 21 autres, les numéro 21, 6 octobre 1945, cellules différentes. Le docteur Leonardo Conti, responsable de la santé du Reich, SS Obergruppenführer, architecte du programme d'euthanasie T4, est responsable de la mort de plus de 200 000 malades mentaux et enfants handicapés, transformés en chambre d'exécution par son programme. Confronté à un procès pour maladie, il connaissait les preuves à charge. Photographies, documents, témoignages. Désespéré, Conti se suicida en déchirant sa couverture et en se passant une corde. Les gardes le découvrirent trop tard. Le suicide de Conti fut le premier à Nuremberg. Le colonel Burton Andrus, directeur de la prison, jura d'empêcher d'autres suicides et mit en place de nouvelles mesures. Retrait des chaises des cellules la nuit, interdiction de poser des chaises contre les murs le jour et surveillance constante des cellules par des gardiens toutes les 30 secondes avec des passages lumineux toutes les 15 minutes la nuit. Lay apprit la mort de Conti, mais ne constata aucun renforcement des mesures de sécurité. Le 18 octobre 1945, à Berlin, 4 procureurs déposent un acte d'accusation contre 24 personnes, dont Robert Ley. Les documents sont acheminés à Nuremberg pour être signifiés aux accusés. 3 jours plus tard, Ley reste dans sa cellule. Il écrit des lettres, lit les documents fournis et s'entretient avec Gustav Gilbert, un psychologue de la prison qui parle couramment anglais et allemand. Chaque jour, Gilbert interroge les accusés et consigne leur conversation. Ley interroge Gilbert sur la préparation de sa défense, se disant perplexe face à l'obligation de se défendre lui-même contre des crimes dont il affirme ignorer tout. Il qualifie le tribunal de châtiment injuste, infligé par les vainqueurs, et s'interroge sur les raisons pour lesquelles il doit être jugé comme un criminel. Cependant, ses paroles sont hésitantes et confuses, empreintes de frustration et d'indignation. Gilbert observe l'état émotionnel de Ley et note sa conviction de son innocence, ainsi que son déni de toute culpabilité. Le 21 octobre 1945, un avertissement est donné, l'acte d'accusation sera signifié à Ley. Il lit les actes d'accusation. L'accusation porte sur un complot commun, une conspiration visant à mener une guerre illégale en violation des lois et traités internationaux. 3 chefs d'accusation de crimes de guerre, tels que des mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre et des exactions contre les populations civiles. 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, meurtre, extermination, réduction en esclavage et persécution de populations civiles pour des motifs raciaux, religieux ou politiques. Son nom est associé à des cas de travail forcé, de mort et de souffrance. Les preuves sont énumérées, notamment des témoignages et des pièces à conviction. Il passe des heures à examiner les documents. Les faits sont incontestables. Des documents portant son nom sont présentés. Des ordres émis sous son commandement, des rapports remis à son bureau, tout concorde et le conduit directement à lui. Il reconnaît cette réalité. Aucune issue, aucune défense n'est possible. Après 3 jours, les 22 et 23 octobre, il marche seul, sans parler à personne de ses projets. On lui fournit des repas, de quoi lire, et on veille à ce que ses besoins soient satisfaits. Dans une note privée, il écrit « Je ne peux plus supporter cette honte. Mon corps ne manque de rien, la nourriture est anourrissante. Je suis bien au chaud chez moi. Les Américains ont généralement raison et sont parfois bienveillants. Mon esprit est comblé, je dispose de quoi lire et je peux exprimer tout ce que je désire. On me fournit du papier et un crayon. On veille excessivement à mon bien-être, en m'autorisant du tabac et du café. Je suis en paix avec Dieu. Je le supplie de me pardonner et d'avoir pitié de moi, je prie sincèrement. Bientôt viendra la douce mort, le réconfort de toutes mes souffrances, à mon inga et à mon Führer. » Un second message émerge, sur un ton différent. Nous avons abandonné Dieu, et par conséquent, il nous a abandonnés. Nous avons remplacé sa grâce divine par la volonté humaine. En commettant l'antisémitisme, nous avons transgressé l'un de ses commandements fondamentaux lors de la création. L'antisémitisme a perverti notre vision des choses, et nous avons commis de graves erreurs. Reconnaître ces erreurs est difficile, mais l'existence même de notre peuple est en jeu. En tant que nazis, nous devons trouver le courage de rejeter l'antisémitisme. Les contradictions sont flagrantes. Loyauté envers le Führer,
aveu d'une erreur antisémite. 2 esprits, 2 messages, tous deux laissés sur place. 24 octobre 1945, dernier jour, rituels matinaux, petit déjeuner servi. Il mange, un gardien le surveille par le Judas, 2 heures de service, 4 heures de rotation, 3 jours de service, 3 jours de repos, affectation habituelle, chaque gardien supervise 4 cellules. Interdiction de tout contact avec les prisonniers, surveillance constante. Il semble normal le matin. La journée se déroule. Il s'assoit, se lève, fait les 100 pas et c'est un comportement habituel des prisonniers. Le gardien ne remarque rien d'anormal. À l'approche du soir, le dîner est servi. Il mange. 18h, 19h. La nuit commence à tomber, les cellules sont éclairées artificiellement à la tombée de la nuit. Les gardiens poursuivent leur rotation, 20h15. Il humidifie une serviette militaire pour la rendre souple. Il utilise l'eau des toilettes. Il fixe une bandelette autour du tuyau des toilettes. Le tuyau remonte le long des murs, solidement fixé. Il déchire des morceaux de son sous-vêtement, les enfonce dans sa bouche et s'étouffe, incapable de crier ou d'alerter les gardiens. 19h45. Il enroule la serviette autour de son cou, se tord le corps, resserrant le nœud coulant. Il restreint la circulation sanguine. Aux toilettes, une alcôve en retrait conçue pour préserver l'intimité. À travers l'entrebâillement de la porte, seules des jambes sont visibles, dans une position assise apparemment normale. Un prisonnier utilise les toilettes. Les gardiens sont formés pour ne pas intervenir. L'air reste immobile. Les minutes s'égrènent jusqu'à 8 heures, puis un gardien effectue une ronde de routine. Il aperçoit les jambes et suppose que Lay est assis, reprenant sa patrouille. 8h10, le caporal des gardiens arrive pour la collecte du soir, exigeant que les lunettes soient rapportées chaque soir afin de prévenir les tentatives de suicide. Il frappe à la porte de la cellule de Lay mais n'obtient aucune réponse. Étrange. Le caporal déverrouille la porte et découvre le corps, les bras pendants et la tête affaissée, une serviette serrée autour du cou. Le caporal appelle le médecin de la prison, le docteur Flicker, qui administre un stimulant cardiaque et pratique une respiration artificielle pendant 20 minutes, mais ne parvient pas à ranimer Lay. À 55 ans, Robert Lay meurt 6 mois après sa capture et 1 mois avant son procès. Son suicide a réussi malgré les précautions, la surveillance et la promesse qu'il n'y aurait aucune issue. Le colonel Andrus fut immédiatement informé, l'échec confirmé. 2e suicide, promesse non tenue, examen médical demandé. Le lieutenant-colonel René Huchelet, médecin-chef, remit un rapport officiel. Le décès survint vers 20h le 24 octobre 1945. Cause du décès, strangulation auto-infligée. Des notes furent découvertes dans la cellule. Des photographies de symphies du corps et de la cellule furent apprises. Les preuves furent recueillies et conservées. Andrus ordonna un renforcement de la sécurité. Les futurs détenus devront garder les mains hors des couvertures. Les tables seraient rendues instables. Les rasoirs furent interdits. Les cravates et les lacets interdits. Fouille quotidienne des cellules pendant les heures de promenade. Toutes les précautions furent prises pour éviter toute récidive. Cependant, la justice lui échappa. Pas de procès, pas de témoignage, pas de verdict, pas d'exécution. Une mort discrète et privée. Douglas Kelly apprit le décès, il saisit l'occasion. Examen du cerveau, recherche de preuves de lésions du lobe frontal. Kelly contacta son collègue, le docteur Najib Clam, pathologiste militaire, demande faite pour prélever secrètement le cerveau de Lay. Institut de pathologie de l'armée de Washington, intervention nocturne. Clam procède à l'extraction. Le cerveau est immergé dans du formol, il est placé dans une boîte en bois. L'étiquette porte l'inscription « Épice ». Transport transatlantique, destination Washington DC. Destinataire, Dr Webb Haymaker, neuropathologiste, expert renommé. Kelly envoie de la correspondance. Examen du lobe frontal afin de détecter d'éventuelles lésions. Confirmation du diagnostic. Mise en évidence de troubles cérébraux chez les dirigeants nazis. Explication de leur comportement. Identification de la personnalité nazie. Haymaker dissèque le cerveau. Il prépare des lames microscopiques avec de fines coupes de tissu. Il colore les tissus et les examine au microscope. Des semaines passent. Haymaker répond « Résultat mitigé ». Les preuves suggèrent un processus dégénératif de longue date au niveau des lobes frontaux, une encéphalopathie chronique, d'une durée et d'une gravité suffisantes pour altérer les facultés mentales et émotionnelles. Cependant, Haymaker ne parvient pas à en déterminer la cause. Cela pourrait être dû à un traumatisme suite à un accident d'avion. Cela pourrait être la conséquence d'un abus d'alcool prolongé. Haymaker rédige une lettre privée. L'étendue de l'anomalie cérébrale est moins importante qu'on ne le pensait initialement. Je pense qu'il vaut mieux ne pas s'attarder sur cette question car les interprétations peuvent varier considérablement en l'absence de preuves concluantes. La validité de l'hypothèse de Kelly s'affaiblit, car il recherchait un virus nazi censé expliquer les défauts communs responsables des atrocités. Or, aucun virus de ce type n'a été découvert. Les tests de Rorschach ont indiqué que les dirigeants nazis étaient psychologiquement normaux, tandis que les tests de QI
ont révélé une intelligence élevée avec un score moyen de 128 dans la catégorie très supérieure. Même Göring a obtenu un score de 138 et Schacht 143. C'étaient des hommes intelligents et sains d'esprit, et pourtant, ils ont perpétré des actes maléfiques. Cela soulève une question troublante. Si les nazis étaient de normaux, n'importe qui pourrait-il devenir nazi, un voisin, un collègue ou soi-même? Les implications de ces découvertes hantent Kelly. À son retour aux États-Unis, il a écrit un livre, donné des conférences et acquis une certaine notoriété. Pourtant, ses conclusions continuèrent de le perturber. Le 1er janvier 1958, à l'âge de 45 ans, Kelly se suicida en utilisant la même méthode au cyanure que Göring, 12 ans après Nuremberg. Douglas Kelly mit fin à ses jours. Le psychiatre qui s'était plongé dans la psyché des nazis périt d'une manière qui rappelait celle de son sujet d'étude de prédilection. Son corps fut rapidement transféré, le soir même du 24 octobre, et inhumé dans une tombe anonyme du cimetière sud de Nuremberg, Südfriedhof, sans cérémonie, sans stèle ni inscription. Les autorités craignaient un lieu de pèlerinage néo-nazi et traitèrent de plus tard les criminels de guerre exécutés de la même façon, incinérant leurs corps à Dachau et dispersant leurs cendres dans l'Isare. Il s'agissait d'effacer toute trace de leur existence, de nier leur martyre et de préserver l'anonymat de leur mort, à l'instar de Ley, qui connut le même sort que Leonardo Conti, un autre suicide, tous deux déterminés à échapper à la justice. Le cimetière existe toujours, mais les tombes anonymes demeurent cachées et inaccessibles aux visiteurs, les empêchant de se recueillir ou d'ériger des monuments commémoratifs. Ley disparut définitivement le 20 novembre 1945. Le procès s'ouvrit au palais de justice, en présence de 21 accusés, dont Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sokal, Jodl, Seyss-Inquart et Speer. Le siège de Ley resta vide durant les débats, Martin Bormann étant jugé par contumace et Gustav Krupp invoquant la maladie pour justifier son absence. Neurath, Dönitz, Rader, Schirach, Funk, Papen, Schacht, Fritzsche et Hess comparaissent devant 4 juges, soit 8 au total, 2 par nationalité. Le juge Laurence préside l'audience et une traduction simultanée est assurée en anglais, français, allemand et russe. Le procès s'étend sur 216 séances d'audience et 403 séances publiques, réparties sur 10 mois. Les preuves présentées comprennent des documents, des milliers de pages, des photographies, des enregistrements vidéo, des témoignages de survivants des camps de concentration, des archives militaires, des ordres signés et des rapports, autant d'éléments attestant de l'ampleur des massacres perpétrés par les nazis. L'accusation construit son dossier, dont les grandes lignes sont exposées dans la déclaration liminaire du procureur Jackson le 21 novembre. Ces accusés sont soupçonnés d'avoir été les instigateurs du complot nazi, d'avoir mené des guerres d'agression, d'avoir créé des instruments de terreur, d'avoir géré des camps, d'avoir réduit des populations en esclavage et d'avoir assassiné des millions de personnes. Les preuves présentées ne se limitent pas aux témoignages, mais comprennent également les propres déclarations, documents et photographies des nazis, des preuves qu'ils ne peuvent ni nier ni réfuter. Jackson prend la parole pendant 4 heures, donnant le ton à ce procès qui vise à rendre justice, et non à se venger. La justice, et non la victoire, doit être la norme. Il est crucial d'établir un précédent et de tenir les individus responsables. Nul ne peut se retrancher derrière sa nation, ni invoquer des ordres supérieurs pour se justifier. La responsabilité et les conséquences individuelles sont primordiales. Le procès dura tout l'été 1946, les accusés témoignant, certains admettant, d'autres niant, d'autres encore rejetant les accusations. Göring se montra provocateur, Speer reconnut sa responsabilité, Hess prétendit souffrir d'amnésie, Ribbentrop accusa Hitler, Keitel affirma avoir obéi aux ordres et l'on observa des schémas similaires de déni, de minimisation et de rejet de la responsabilité. Cependant, Ley était absent et ne put ni témoigner ni se défendre. Le 1er octobre 1946, les verdicts furent rendus. Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Sokal, Jodl, Seyss-Inquart, Stricker et Bormann, par contumace, furent condamnés à mort. Hess, Funk, Rader et 4 autres personnes ont été condamnées à des peines de prison, tandis que Dönitz a écopé de 10 ans. Chirac a reçu 20 ans, Speer la même peine, Neurath 15 ans, et 3 personnes, dont Schacht et Papen, ont été acquittées. Fritzsche, reconnu coupable de 22 chefs d'accusation, risquait la peine de mort pour crime contre l'humanité en tant que directeur d'un réseau de travail forcé. Les preuves étaient accablantes et il fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Condamné à la pendaison, Fritzsche opta pour une mort anticipée et privé le 24 octobre, 10 mois avant la date prévue pour son exécution. Les exécutions commencèrent à l'aube du 16 octobre 1946 au gymnase du palais de justice selon la méthode de la chute.
Le sergent-chef John Woods, bourreau, supervisa la pendaison de 11 hommes, dont Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Stricker, Sokol, Jodl, C. et Inquart. Göring parvint cependant à échapper à son sort en ingérant une capsule de cyanure quelques heures avant son exécution, prévue à 22 heures le 15 octobre. Les circonstances de l'acquisition de cette capsule demeurent obscures, alimentant les spéculations quant à une faille de sécurité. Woods exécuta Fritzsche 10 minutes plus tard. Chacun vêtu de noir marche vers l'échafaud, la corde au cou. Le piège se referme, provoquant une strangulation qui dure plusieurs minutes et non quelques secondes. Des témoins rapportent que ces morts n'étaient pas propres. Les corps restent suspendus avant d'être décrochés et photographiés. Ensuite, ils sont placés dans des cercueils, transportés à Dachau, incinérés, et leurs cendres sont recueillies. Ces cendres sont ensuite transportées à Munich et dispersées dans un affluent de l'Isar, le Menzbach. L'emplacement exact est secret et aucun document ne le mentionne. Les corps et les cendres ont été effacés, ne laissant aucune trace. Göring a été incinéré séparément, ses cendres également dispersées à part. Toute trace disparaît, et pourtant, ils ont déjà disparu depuis 10 mois. Ils ont réussi à éviter la pendaison, la photographie et l'humiliation finale en choisissant eux-mêmes leur mort. Ce qui subsiste, ce sont les documents. Les volumineux dossiers de Ley à Nuremberg, des lettres, des ordres, des rapports et des preuves concernant le travail des Allemands, les opérations de façade, le programme, la force par la joie, les vacances organisées, les divertissements, les activités sportives et une façade de bonheur ouvrier. Sous cette façade se cachent la coercition, le contrôle, l'absence de syndicats et de grèves et des travailleurs piégés sans aucun choix. Les travailleurs étrangers ont souffert. Enrôlés de force, ils étaient mutés et contraints au travail forcé jusqu'à la mort. Une documentation exhaustive a été conservée. Nom, numéro, lieu de travail, horaire des trains, liste des détenus, taux de mortalité, rapports médicaux. La signature de Ley apparaît fréquemment dans ces archives, attestant de son approbation des mutations, de la construction des camps et des quotas de travail. De nouvelles conditions de travail ont entraîné une augmentation du taux de mortalité, mais les opérations se sont poursuivies, avec des quotas toujours plus élevés et une demande accrue de main-d'œuvre. Ce cycle infernal a perduré jusqu'en mai 1945. Ley a été tenu pour responsable, les preuves contre lui étant irréfutables. Malgré son suicide, rien n'y a changé. La culpabilité était établie et son héritage a été sévèrement jugé par l'histoire. Les lames de verre du cerveau de Ley, contenant des fragments de tissu cérébral, ont été envoyées à Kelly. Après la mort de Kelly en 1958, les documents ont été archivés puis donnés à l'Institut Hoover de l'Université Stanford en Californie. Aujourd'hui, les archives contiennent des dossiers, de la correspondance, des photographies et des lames de verre portant la mention « Robert Ley », révélant des coupes de cerveau visibles, colorées et montées. Des décennies plus tard, des chercheurs les ont redécouvertes. Évaluer et interpréter les récentes découvertes issues de techniques de neurosciences avancées. Les résultats confirment l'hypothèse d'une dégénérescence du lobe frontal chez le sujet. La cause demeure ambiguë, pouvant être liée à un traumatisme, à un abus d'alcool, ou aux deux. Malgré les lésions, l'individu était capable de comprendre ses actes, d'en appréhender les conséquences et de distinguer le bien du mal, mais a choisi d'agir à l'encontre de ses principes. Ce choix a été un facteur déterminant dans son suicide, désormais confirmé. Ces nouveaux éléments ont conduit à une réévaluation du dossier et un changement de verdict est possible. Le sujet a opté pour ce qui semblait être une fuite, une affirmation de son contrôle et le choix du moment. La décision ultime de sa vie. Les archives de cette affaire sont conservées à la faculté de droit de Cornell au sein de la collection Donovan des procès de Nuremberg. Elles contiennent une documentation exhaustive comprenant les actes d'accusation, les témoignages, les pièces à conviction, des photographies, des films et des enregistrements audio. Ces archives complètes sont accessibles en ligne et constituent une ressource précieuse pour les chercheurs et les étudiants. L'acte d'accusation original a été conservé. Il détaille les charges retenues contre le sujet, les preuves citées et les déclarations des témoins. Tous les préparatifs du procès n'ont jamais été menés à terme. L'accusation était prête, les avocats de la défense désignés et Otto Kranzbühler avait initialement été nommé procureur. Cependant, suite à son suicide, il fut réaffecté. Aucun procès ne fut nécessaire, la culpabilité étant établie par les documents. Le verdict fut rendu par l'histoire elle-même et la sentence exécutée par le coupable. La justice fut bafouée mais la culpabilité confirmée. Les survivants se souviennent de cette épreuve. Travail forcé d'ouvriers polonais, de prisonniers soviétiques, de civils français enrôlés de force, familles néerlandaises séparées, travailleurs belges déportés. Tout cela se produisit sous l'égide de l'organisation de Ley. Le Front du travail allemand coordonna ces actions, fournissant de la main-d'œuvre aux usines d'armement de Speer, au programme de travail de Sokol et à des entreprises privées comme Krupp, IG Farben et Siemens.
Des milliers d'ouvriers moururent de malnutrition, de maladies, d'épuisement, de coups, d'accidents, de nourriture insuffisante, d'abris insuffisamment approvisionnés et de soins médicaux inexistants. Ils travaillaient jusqu'à leur mort pour être aussitôt remplacés par une nouvelle vague de travailleurs. Le système a été conçu, exploité et maintenu par Lay de 1933 à 1945, traitant des millions de cas et entraînant la mort de centaines de milliers de personnes. 1. Registre tenu, non griffonné, tombes étiquetées. Les victimes de Lay sont commémorées, tandis que lui-même repose dans une tombe anonyme. Ironie du sort, il les a déshumanisés, l'histoire a effacé sa trace. Pendant 24 heures, du 23 octobre à 19h45 au 24 octobre à la même heure. Lay était vivant, respirant, mangeant, pensant, planifiant, prenant des notes, préparant son matériel, déchirant une serviette, testant sa force, surveillant les rotations des gardiens, repérant les angles morts. L'alcôve des toilettes était idéale, cachée de la fente de la porte, surveillance de sécurité. Conti pendu à la vue de tous. Les gardiens ont renforcé la surveillance. Pourtant, une faille architecturale persistait. Des toilettes encastrées pour l'intimité des prisonniers, des pièges mortels pour les désespérés. Lay, la découverte, en a profité, a attendu son heure. À 20h15, pendant une interruption dans les rotations des gardiens, quelques minutes entre les rondes, suffisant. Il est passé à l'acte. Serviette autour du cou, torsion, effondrement, perte de conscience, mort. Rapide et relativement indolore, la strangulation provoque l'inconscience avant le décès. Ni douleur, ni peur, ni agonie prolongée. Plus hygiénique qu'une corde, plus hygiénique que le cyanure. Plus hygiénique que d'affronter accusateur ou victime ou de prononcer un verdict. Se retrouver face à la perspective d'une pendaison, percer l'énigme finale, comment l'avait-il prévu? Le tuyau d'arrosage était-il assez solide? La bande de tissu avait-elle la résistance nécessaire? Son poids était-il suffisant pour s'étrangler en position affaissée? L'angle était-il bon pour la compression? La durée serait-elle suffisante pour que la mort survienne avant d'être découverte? Lay, sans formation médicale ni manuel de suicide, s'est fié uniquement à sa détermination et à son observation. Il avait assisté à l'évacuation de Conti, observé les ajustements de sécurité, étudié sa cellule, calculé et élaboré un plan. Un esprit de chimiste à l'œuvre, résolvant des problèmes et trouvant des solutions. La méthode fut décidée, le moment calculé, l'exécution menée à bien. Succès. Né le 15 février 1890, il mourut le 24 ou le 25 octobre 1945, les sources divergeant d'un jour. Son décès a été officiellement déclaré le 25 octobre, mais il est probable qu'il soit décédé dans la soirée du 24. Découvert à 20h10 le 24, son décès a été constaté peu après. Le document officiel mentionne le 25 octobre, mais en réalité il a vécu 55 ans, dont 30 au sein du mouvement nazi et 20 à des postes de direction au sein du parti. 12 au front, 0 au tribunal. Sa vie s'est achevée dans une cellule, à peine 2,5 mètres sur 4, plus petite qu'un bureau, une chambre, et que tout ce que la vie lui avait offert autrefois. De la domination sur des millions à la misère, de l'exercice des ordres à leur réception, de maître à prisonnier, de la possession du pouvoir à l'impuissance, incapable d'accepter, refusant d'accepter, il choisit la mort. Les gardiens américains furent tenus responsables de cet échec. Le colonel Andrus aussi. Göring se suicida et un an plus tard, tous deux furent doublement blâmés. Andrus fut relevé de ses fonctions en décembre 1946, éternisant sa carrière. Son nom resta à jamais associé à ce second suicide. La mort de Lay l'annonçait. Celle de Göring le confirma. Le système avait des failles. Des prisonniers déterminés trouvèrent des moyens de les contourner. Du cyanure était introduit clandestinement, des serviettes déchirées, des tuyaux utilisés, des chaises fragilisées mais non cassées, les toilettes étaient nécessaires, mais les alcôves dangereuses. L'architecture n'a pas su garantir la sécurité, la vie privée a triomphé de la surveillance et l'ingéniosité humaine a eu raison des précautions. Lay l'a démontré, Göring l'a confirmé. Andrus fut destitué pour ses échecs. Il vécut rongé par la culpabilité. Il écrivit des mémoires, défendit ses décisions, imputa la responsabilité aux circonstances, mais ne put échapper au poids de ses actes. Aucun des deux n'a assumé l'entière responsabilité de ses actes. Tous deux sont morts en 1977. Pendant 32 ans, l'un essaie à rester enterré tandis que l'autre a échappé à son procès. Tous deux ont dicté leur propre destin. Tous deux ont échappé à la peine capitale. Lay a évité un procès et Andrus s'est soustrait à toute responsabilité. Göring a déjoué le bourreau. Les victimes n'ont enduré que souffrance, mort, famine et coups. Elles n'avaient ni le choix, ni le contrôle, ni la possibilité de s'échapper. Leur mort leur a été imposée, tandis que la leur était un choix. L'histoire atteste cette distinction. Nuremberg a créé un précédent.
Les individus ont été tenus responsables des crimes de guerre sans que les ordres supérieurs n'offrent de défense ni la souveraineté des États de protection. Les crimes contre l'humanité ont été poursuivis et un tribunal international a été jugé légitime. La norme était celle de poursuites fondées sur des preuves, avec une importance accordée aux preuves documentaires et une corroboration des témoignages. Cela a ouvert la voie à de futurs tribunaux, en Yougoslavie, au Rwanda, en Sierra Leone, au Cambodge, à mesure que les principes de Nuremberg étaient appliqués. Des individus ont été jugés selon ces normes, qui sont devenues par la suite le modèle d'autres tribunaux. Depuis 1945, la responsabilité des dirigeants pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité est reconnue. La Cour pénale internationale, les tribunaux de Paguier et les juridictions nationales appliquant la compétence universelle ont établi ce cadre juridique. Dans la continuité de l'héritage de Nuremberg, les personnes inculpées de tels chefs d'accusation auraient été jugées conformément à ces normes, auraient fourni des preuves suffisantes pour une condamnation et auraient été punies selon la jurisprudence. Malgré l'absence de lait, justice a été rendue sans procès, soulignant le principe de la culpabilité établie et consolidant cet héritage. Avec 21 accusés jugés et 12 exécutés, un message clair a été envoyé. Les dirigeants sont responsables et nul ne peut se soustraire à ses responsabilités par son grade ou en se retranchant derrière des ordres. La responsabilité et les conséquences personnelles prévalent. Procureurs et juges ont reconnu l'inculpation de Lay. Cependant, il s'est suicidé ou a disparu avant son procès, laissant la procédure se poursuivre sans lui. Les preuves furent néanmoins présentées. L'implication de Lay fut détaillée. Des opérations de travail clandestines furent dévoilées, révélant un système de travail forcé. Le nombre de morts fut calculé. Des témoins relata les conditions de travail. Des documents validèrent l'autorité de Lay. Des signatures attestèrent de sa connaissance des faits. Des ordres confirmèrent son intention. La culpabilité fut établie sans procès. Les archives historiques furent complétées sans témoignage. Lay fut condamné par les documents, scellé par l'histoire et exécuté de sa propre main. Ce verdict, bien qu'officieux, était unanime. La culpabilité. La sentence fut la mort, prononcé officiellement le 24 octobre 1945 à 20 h. Son suicide fut confirmé ultérieurement. Lay obtint ce qu'il désirait, mourir selon ses propres conditions. Il évita un procès, des témoignages, l'annonce du verdict, le spectacle de l'exécution, les photographies et l'humiliation finale. Cependant, il n'accomplit rien d'autre. La culpabilité demeure, de tout comme les preuves et les documents. L'héritage est fait, le jugement de l'histoire est définitif. Robert Lay était un criminel de guerre, coupable de crimes contre l'humanité, meurtrier de milliers de personnes. Un homme qui a réduit des millions de personnes en esclavage avant de se donner la mort, a été enterré anonymement et son souvenir est aujourd'hui surtout évoqué comme un avertissement. Que se passe-t-il lorsque le dogme l'emporte sur la compassion? Lorsque la loyauté prime sur l'éthique? Lorsque l'opportunisme justifie la brutalité? Il incarnait ces traits. Il a conçu le système, l'a dirigé, l'a défendu jusqu'à ce que les preuves éclatent, jusqu'à ce que des accusations soient portées, jusqu'à ce que les faits deviennent irréfutables. Puis il a disparu. Seule une corde de serviette et un tuyau de toilette semblaient permettre sa disparition à 20 h le 24 octobre 1945. Un détail demeure, le rapport d'autopsie. Les notes du médecin légiste révèlent car des marques de ligature laissées par la serviette et la présence de l'osioïde confirmant la strangulation. Des pétéchis autour des yeux, une privation d'oxygène, une cyanose du visage et une accumulation de sang suggèrent une heure de décès comprise entre 19h45 et 20h10. Un intervalle de 10 minutes, correspondant à la relève des gardes et à un angle mort architectural, a été constaté. Le timing était parfait. Il avait fait les bons calculs. Le chimiste scella son destin. Les variables furent évaluées. Le résultat était prévisible. L'expérience fut un succès. Robert Lay, le défunt, a apporté sa dernière contribution majeure à la science en démontrant qu'une personne détenue peut échapper à la surveillance. Ces découvertes ont souligné l'importance de l'architecture dans de tels contextes et mis en lumière comment l'intimité pouvait favoriser le suicide. Les leçons tirées de cet incident mèneront à la refonte des prisons futures. Visibilité accrue dans toutes les cellules, suppression des alcôves et des angles morts, installation de toilettes transparentes, éclairage permanent et mise en place de la vidéosurveillance. Cependant, ces modernisations ne pourront effacer les événements du 24 octobre 1945 lorsque Lay, après 55 ans de détention, a trouvé la mort dans une cellule de 2,40 au mur de béton, équipée de toilettes en métal et d'une serviette en coton.
Ses derniers instants furent un choix délibéré, laissant derrière lui un héritage que les documents de recherche, les preuves, les lames histologiques et même les tissus cérébraux n'ont pu pleinement révéler. Les constatations pathologiques sont enregistrées, la culpabilité établie et un dossier complet est conservé aux archives, comprenant l'acte d'accusation de 3000 pages déposé le 18 octobre, détaillant les charges retenues contre lui. Au paragraphe 5 de la section 3, il est indiqué que Lay était impliqué dans un complot visant à mener une guerre d'agression à partir de 1933. Il a intégré le cercle restreint en 1932, où il a assisté à des réunions de planification et à des séances de stratégie concernant les préparatifs de guerre et la mobilisation de la main-d'œuvre sous sa responsabilité directe. Parmi les violations spécifiques énumérées au paragraphe 8 figure la déportation de populations civiles pour le travail forcé. Le Front du travail, coordonné par Lay, était chargé d'organiser et d'attribuer les destinations des travailleurs expédiés en Pologne, 1939, en France, 1940, dans les territoires soviétiques soviétiques, 1941, aux Pays-Bas et en Belgique, 1942. Des millions de personnes ont été déplacées et des milliers sont mortes en transit de faim, de maladie et d'épuisement. Les conditions de transport ont été décrites comme inhumaines. Les wagons à bestiaux ne disposaient ni d'installations sanitaires, ni de nourriture, ni d'eau pendant des jours sans relève. Les calendriers, les chiffres et les méthodes ont tous été approuvés par Lay, le rendant complice de crimes contre l'humanité tels que le meurtre, l'extermination, l'esclavage et la persécution. Dans la section 4 du paragraphe 12, il est révélé que les opérations du Front ouvrier allemand, sous le couvert de la force par la joie, dissimulaient une réalité brutale où les travailleurs étrangers étaient réduits en esclavage. L'organisation de Lay louait des ouvriers d'usines, prisonniers de camps de concentration. Le paiement de leur travail ne leur était pas versé, mais à la SS. Les ouvriers ne recevaient rien et travaillaient jusqu'à leur mort, immédiatement remplacés. Cette exploitation systématique et efficace s'apparentait à un meurtre industriel. L'organisation de Lay servait d'intermédiaire, mettant en relation les travailleurs et les usines et négociant les salaires. Elle percevait également des frais, tirant profit de l'esclavage. Les preuves sont accablantes, contrats, lettres et notes de service ont été conservés, tous signés de la main de Lay. Il lui sera impossible de nier ou de se soustraire à sa responsabilité, compte tenu de l'autorité de son organisation sur ses agissements. L'accusation est prête avec une liste de 47 témoins prévus pour le procès Lay. 12 survivants témoigneront. Ils ont travaillé dans les usines, Krupp, prisonniers polonais, les mines de charbon, prisonniers soviétiques, les chantiers de construction, civils français, et les usines aéronautiques, ouvriers néerlandais. Ils décriront les passages à tabac, la famine, les décès dont ils ont été témoins, les collègues disparus, les amis décédés et les familles séparées. Leurs témoignages devraient être bouleversants. En octobre 1945, les survivants attendent à Nuremberg, préparant leur déposition pour le procès. Prêts à défier Lay, prêts à révéler la vérité, prêts à obtenir justice. Le suicide de Lay a anéanti nos espoirs. Aucune rencontre, aucun témoignage, aucun face-à-face avec l'accusé, aucune déclaration sincère aux autorités, aucune libération, aucune résolution. La justice a été bafouée, la frustration régnait parmi les survivants, les procureurs et les juges. Pourtant, le procès a persisté. Les preuves ont été présentées malgré tout. Des documents ont servi de voix aux témoins. Des photographies ont décrit les conditions de vie. Des statistiques ont confirmé le nombre de morts. Les témoignages étaient superflus. La culpabilité pouvait encore être prouvée sans survivants. Mais les survivants méritaient un moment. Ils aspiraient à être entendus. Ils exigeaient une confrontation. Lay leur a tout refusé. Ultime acte de domination, ultime abus de pouvoir, il a échappé au jugement. Il a échappé au déshonneur, il a échappé aux victimes. Pourtant, l'avocat de la défense de Lay a élaboré une stratégie. Otto Kranzbüller, initialement désigné comme avocat, spécialiste juridique de la Kriegsmarine. Il a par la suite défendu avec succès des soldats de la marine de guerre. Une peine modérée a été prononcée, 10 ans, un avocat compétent. Cependant, le cas de Lay était exceptionnel. Les preuves étaient accablantes, les crimes étaient un manifeste, les options de défense étaient rares, ordonnance et supérieure, défense irrecevable. L'article 8 de la charte de Nuremberg stipule qu'agir sous les ordres du gouvernement ne constitue pas un moyen de défense, mais peut atténuer la peine. Cela ne saurait exonérer de la culpabilité. Kranzbüller a élaboré une stratégie d'atténuation pour un accusé souffrant de lésions cérébrales diagnostiquées par Kelly. Ces éléments ont été présentés pour suggérer une capacité mentale diminuée et une culpabilité potentiellement réduite,
permettant éventuellement d'éviter la peine de mort au profit de la réclusion à perpétuité. Cependant, cette stratégie a été jugée fragile face à l'accumulation de preuves accablantes de culpabilité. La défense n'était pas préparée, car Lay n'avait jamais entendu parler de cette stratégie ni ne l'avait approuvée. Il est décédé 3 jours après sa mise en accusation. Les dossiers de la défense non utilisés ont été archivés, laissant en suspens la question de savoir si les lésions cérébrales auraient pu sauver Lay. Kelly a émis l'hypothèse que cela aurait pu être le cas, mais les preuves de l'accusation ont démontré sa capacité de discernement, son bon jugement et la clarté de sa communication. Par conséquent, la peine de mort semblait probable, et Lay a choisi le suicide. Le procès aurait révélé des informations supplémentaires. Les rouages internes du front ouvrier auraient été dévoilés. Lay aurait été interrogé. Le contre-interrogatoire de Jackson fut brutal et méticuleux, axé sur les documents, les ordres et les signatures. Des questions telles que « Quand avez-vous signé ceci ?» et « Que saviez-vous à ce moment-là ?» furent posées à maintes reprises. « Pourquoi avez-vous approuvé cela ?» et « Qui vous a dit quoi ?» faisait également partie de l'interrogatoire. L'interrogatoire consistait en une reconstitution méthodique, ne laissant aucune échappatoire ni possibilité de diversion. Le contre-interrogatoire de Göring par Jackson dura 11 jours. Malgré sa défense d'Hitler, du Reich et de leurs actions, Göring fut tout de même reconnu coupable et condamné à mort. Lay, comparé à Göring, semblait moins loquace, bégayant et utilisant des mots confus. Des lésions cérébrales étaient évidentes, ce qui aurait été encore plus flagrant lors de son procès. Cependant, sa culpabilité restait incontestable en raison des documents signés, des ordres émis et des crimes commis. L'accusation l'aurait anéanti grâce à ses preuves, ses témoins, ses propres discours enregistrés et ses lettres conservées. Discours de 1943. Il jura de ne jamais abandonner la lutte tant que le dernier juif d'Europe ne serait pas exterminé. Cet enregistrement, transcrit, constitue une preuve de son apologie du génocide. Déclaration de 1939. Il croyait en Adolf Hitler et au national-socialisme. Il y voyait une intervention divine. Il manifestait une dévotion quasi-religieuse et un fanatisme exacerbé. Tous les éléments nécessaires à l'accusation pour prouver son engagement idéologique, sa volonté de commettre des atrocités et son incarnation du fanatisme nazi. Sa lettre de suicide exprimait une loyauté indéfectible envers Hitler, à Mahinga et à mon Führer, toujours loyal, toujours dévoué, toujours nazi, une idéologie inflexible. Le procès aurait exploité ses preuves, les présentant au jury, aux juges et au monde entier. Cela incarnait la mentalité nazie. C'est ce que nous avons combattu et pourquoi ils doivent être punis. Ils en ont été un exemple parfait. Si Lay avait été présent, il aurait été une pièce à conviction de premier plan, mais c'est Göring qui a pris sa place. Impénitents, provocateurs et loyaux jusqu'au bout, les deux hommes furent de condamnés, puis échappèrent à la pendaison grâce au cyanure. Similaires dans leur loyauté, leur défi et leur évasion de la potence, tous deux moururent selon leurs propres conditions. Tous deux se virent refuser la justice. Cela aboutit à une victoire totale. Le sort du Front du travail allemand fut similaire à celui de l'organisation de Lay. Il se dissout après mai 1945 lorsque ses bureaux furent saisis, ses archives confisquées et ses 25 millions de membres dispersés. Ses avoirs furent gelés, ses comptes bancaires saisis, ses biens confisqués et son siège saccagé. Les documents recueillis ont servi de preuve, les dossiers du Front syndical étant volumineux sur une période de 12 ans et contenant des milliers de documents, ordres, rapports, statistiques, lettres, notes de service, contrats et documents financiers. Tous conservés pendant des mois pour que les procureurs de Nuremberg puissent les cataloguer. L'efficacité allemande a été méticuleusement documentée, révélant les mauvais traitements systématiques infligés aux travailleurs étrangers. Les dossiers ont mis au jour une exploitation méthodique, consignant le fonctionnement des camps, les taux de mortalité, les profits réalisés et les transferts de fonds. Les camps de travail prélevaient des frais payés par les usines, dont une partie revenait à la SS. Ce système de partage des profits rendait le meurtre industriel lucratif, comme l'ont confirmé les documents financiers. Tandis que les ouvriers mouraient de faim et que les prisonniers succombaient, Lay amassait une fortune, se faisant construire un manoir, acquérant de nombreuses propriétés et menant une vie fastueuse. Parallèlement, des familles étaient déchirées. Corruption et cruauté coexistaient, les preuves les attestant toutes deux. Il aurait été condamné 2 fois, comme criminel de guerre et comme voleur. Qualifié de meurtrier et de profiteur, il a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation. D'autres accusés ont tenté de se dissocier. Speer a prétendu ignorer l'Holocauste, affirmant que son intérêt portait sur la production et non sur les méthodes, et prétendant ne pas être au courant des conditions de travail. Pourtant, les documents ont prouvé le contraire. Il a visité des camps, a constaté les conditions de vie et a approuvé des agrandissements entraînant une augmentation du taux de mortalité.
Malgré cela, il fut tout de même reconnu coupable et purgea une peine de 20 ans qu'il effectua intégralement avant d'être libéré en 1966. Des mémoires publiées, une culpabilité partiellement dissimulée, des aveux de méfaits généraux, mais un déni de toute connaissance précise, une stratégie partiellement efficace pour échapper à la punition, une évasion de l'exécution, une peine de prison, la survie. Lay n'aurait pas pu orchestrer ce complot. Les preuves accablantes étaient trop nombreuses, les documents signés trop nombreux, et son implication directe ne laissait aucune place au déni ni à l'excuse. Le front ouvrier était son œuvre, le recours au travail forcé était son programme, et il porte la responsabilité des morts qui en ont résulté. Ni la distance ni l'ignorance ne pouvèrent le soustraire à ses responsabilités. Ses seules options étaient la culpabilité, les preuves, le verdict, la sentence et la mort. 3 jours après l'inculpation, il lut la liste des preuves et reconnut les noms des témoins. Il calcula l'issue probable, choisit une alternative et, dans un ultime acte de maîtrise, utilisa une cordelette et un tuyau de toilette pour une mort rapide, privée et auto-infligée. Cependant, les scanners cérébraux racontent une toute autre histoire. Les coupes de tissu montrent des signes de dégénérescence à long terme dans ses lobes frontaux, attribués à des décennies de forte consommation d'alcool depuis les années 1920, suggérant que les lésions cérébrales étaient une conséquence inévitable de ces 30 années de lutte contre l'alcoolisme. Le lobe frontal gouverne le jugement, le contrôle des impulsions, la prise de décision et le comportement social. Des lésions peuvent entraîner des actions erratiques, des accès de violence et de mauvaises décisions, mais elles ne déterminent pas l'idéologie ni des choix tels que l'adhésion au nazisme ou l'instauration d'un système esclavagiste. De tels choix sont délibérés et malfaisants indépendamment de toute lésion cérébrale. L'explication médicale éclaire les atrocités commises, mais elle n'excuse en rien la culpabilité morale. Kelly a activement recherché cette pathologie qui a influencé les horreurs perpétrées. Aucune preuve n'a été trouvée pour expliquer pourquoi les nazis ont choisi leur idéologie ou leurs actions, ni pourquoi ils ont poursuivi leurs activités. Ils ont fait des choix et en ont assumé les conséquences, indépendamment de toute lésion cérébrale. Le verdict, la sentence et la culpabilité restent inchangées. Seule la méthode d'exécution diffère, ordonnée par le tribunal en 1946 contre le suicide en octobre 1945. Justice différée mais non niée, l'analyse moderne confirme cette conclusion. Des neuroscientifiques du XXIe siècle ont analysé des lames histologiques à l'aide de techniques sophistiquées, telles que l'imagerie avancée, l'analyse chimique et l'identification de marqueurs moléculaires. Leurs résultats ont révélé une dégénérescence du lobe frontal chez le sujet bien qu'incomplète. Ses capacités fonctionnelles et de compréhension demeuraient intactes, lui permettant un raisonnement moral, une prise de décision et un sens des responsabilités. Le verdict actuel rejoint le verdict historique. Les lésions cérébrales n'exonèrent pas, mais atténuent de simplement la culpabilité. Si l'affaire était jugée aujourd'hui, le même verdict serait probablement rendu compte tenu des preuves accablantes de culpabilité, des crimes clairement établis et de la culpabilité manifeste, la peine de mort serait inévitable. En substance, les données scientifiques, morales et historiques convergent toutes vers la même conclusion. La culpabilité, la responsabilité et la justice sont exigées mais niées par le suicide. La culpabilité est incontestable, l'histoire rend son verdict, la science corrobore, la morale condamne. Robert Lay est classé comme criminel de guerre, assassin de milliers d'êtres humains, esclavagiste de millions, et a échappé au suicide. Coupable à jamais, l'emplacement de sa tombe était resté caché pendant des décennies. Les autorités de Nuremberg ont refusé de divulguer l'information par crainte de pèlerinage néo-nazi, de la création potentielle d'un sanctuaire ou de la construction d'un mémorial. Ces mêmes craintes persistent aujourd'hui. Les criminels de guerre exécutés sont généralement incinérés et leurs cendres dispersées secrètement, sans pierre tombale ni emplacement enregistré. Or, Lay a été enterré et non incinéré. Quelque part dans le cimetière de Sud-Friedhof, sa tombe est dissimulée, anonyme, sans numéro, inconnue, mêlée au reste de civils. Délibérément oubliée, elle passe souvent inaperçue des visiteurs modernes, tandis que les guides touristiques choisissent de ne pas en parler. Le registre du cimetière est scellé et connu des seuls fonctionnaires. Lay a recherché la postérité, bâti une organisation, commandé des millions d'hommes et façonné une nation. Et pourtant, il a reçu l'oubli, une tombe anonyme, un emplacement inconnu, un homme oublié, note historique, dossier de suicide, numéro 21, chaise vide pour le condamné. L'évadé devenu accusé a été retrouvé mort. Un nazi, plus maintenant. Un simple fait, exactement ce qu'il avait infligé aux autres. Justice parfaitement rendue. L'homme qui a causé des disparitions a disparu lui-même. Celui qui a effacé des identités s'est effacé. L'auteur de morts anonymes est mort anonymement. Symbolique, complet, définitivement.
Dernier document trouvé en 1998 aux archives de Cornell, rapport de suicide. Le colonel Andrus est au quartier général. Reconstitution détaillée de la chronologie, déclaration des gardiens rassemblés, rapports médicaux joints, photographies jointes, intérieur de la cellule, position du corps, disposition des serviettes, tout est au consigné, diligence américaine et précision allemande employées, rapport conclusif, méthode de suicide identifiée, chronologie établie, failles de sécurité exposées, mesures correctives suggérées. Pourtant, l'énigme centrale persistait. Pourquoi le 24 octobre, 3 jours après l'inculpation, pas plus tôt, pas plus tard, ce moment précis? Le rapport ne fournit aucune réponse définitive quant au moment et aux motivations du suicide de Lay. Ces dernières notes évoquent la honte, la souffrance et une référence à Dieu, mais n'apportent aucune précision sur l'élément déclencheur, les calculs ou le déroulement exact de son geste. Son suicide était-il planifié dès son arrestation? Ou attendait-il la confirmation de son inculpation? Avait-il besoin d'une mise en examen écrite, de preuves ou d'éléments irréfutables? Ces questions restent sans réponse. Lay n'a laissé aucune explication, sa tombe est anonyme, ses dernières intentions demeurent inconnues. Une évaluation psychiatrique incomplète suggère une instabilité émotionnelle, des troubles intellectuels et une déficience morale. Pourtant, Lay était idéologiquement engagé, farouchement loyal et impénitent. Il se considérait comme une victime, les accusations portées contre lui comme injustes et ses accusateurs comme des abus de pouvoir. Il ne ressentait ni remords ni culpabilité, remplacé par un délire complet. Kelly a mené de nombreux entretiens avec Lay durant l'été 1945, consignant les conversations et les observations, administrant des tests et recueillant des données pour établir un profil complet. Cependant, ce travail n'a jamais été mené à terme. Le suicide a mis fin à ses jours. Kelly a conservé ses notes, ne permettant qu'une compréhension fragmentaire de la personnalité complexe de Lay. Un déni catégorique, un détachement total de la vérité. Kelly l'a consigné, Gilbert a confirmé, les deux psychiatres ont confirmé. Lay reconnaissait les faits, rejetait les interprétations, connaissait ses actes, niait leur gravité. Un modèle d'aveuglement idéologique proche de la mentalité nazie. Un modèle de la mentalité que Nuremberg a combattu. Kelly ambitionnait de révéler cela, devant les juges, devant le monde entier. L'occasion ne s'est jamais présentée, l'étude a été interrompue par un suicide. Profil incomplet, données collectées, analyse en cours, conclusions proposées non vérifiées. Lay a réussi à y échapper également. Évita l'examen psychologique, évita la critique publique, échappa à la révélation, préserva sa vie privée, garda le contrôle, maintint son pouvoir, même dans l'impuissance.